On s'est retrouvés. Moi. Parce que, mais oui, bien sûr, votre parti. Mais qui elle est celle-là? Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Moi, je te parle de médias et de ton métier pourri. La République, c'est moi. C'est bon, ça suffit, c'est bon. La lutte continue. Abattez la citadelle. C'est nous qui avons enrayé votre abominable machine. La gauche ne fait plus rêver depuis 1983, quand elle n'est pas haïe pour la trahison des classes populaires qu'elle a opérée en rejoignant activement le camp libéral. Tandis que le PS s'est rallié au culte du marché, le PCF a développé ce qu'on pourrait appeler un complexe soviétique face à la chute de l'URSS, colosse aux pieds d'argile miné par une économie déficiente et une bureaucratie corrompue irréformable. À partir des années 90, les dirigeants communistes vont tâcher d'atténuer toute critique radicale de la société, sur la forme et sur le fond, pour s'éloigner symboliquement du désastre du socialisme réel. Il faut aussi noter que le PCF participe au gouvernement socialiste de 1981 à 1984, puis de 1997 à 2002, perdant ainsi la crédibilité d'incarner une véritable opposition, et a continué depuis à s'allier au PS pour conserver son appareil d'élus locaux. Dans ce contexte, alors que le mouvement altermondialiste redonne vie depuis une dizaine d'années à l'idée d'une possibilité autre que le capitalisme, la création du Front de gauche et la manière de son leader de l'incarner agit comme une bouffée d'air frais. De bois, cessez de guetter le sang, la contradiction, les personnes. Ne me comparez pas à Georges Marchais, parce que je vous répondrai toujours pareil. Il est vivant dans le cœur de milliers et de millions de communistes, et vous ne me tirerez jamais un mot contre lui. Mais c'est pas moi qui ai choisi ça. Paix à ses cendres et à celles de tous nos illustres prédécesseurs dans la lutte. Mais nous sommes en train d'inventer autre chose. La meilleure des preuves que c'est autre chose, c'est que vous savez même pas comment m'appeler. Je suis le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas, celui de notre temps, de notre époque. C'est l'heure des caractères et cette salle est remplie de mauvaises têtes. Voilà ce qu'est le parti de gauche. Permettez que le débat ait lieu, je vous en conjure. Chers camarades socialistes, permettez que le peuple tranche entre vous et nous. Bien sûr, vous êtes très grands, très beaux, très intéressants. Vos disputes sont exquises, je les ai bien connues. Tout cela est passionnant, nous le reconnaissons. Nous savons que vous parlez mieux que nous. Vous avez fait les grandes écoles et tout, même qu'on ne comprend rien des fois, même qu'on pose la question, on se rappelle plus ce qu'on a demandé quand on entend la réponse. Nous ne discutons pas ça. Simplement, respectez le peuple. Les deux derniers candidats du PS, Royal puis Hollande, sont de parfaits prototypes de cette gauche respectable convertie au libéralisme. Le débat démocratique semble sans vie. Juste après la grave crise financière de 2008, et alors que le capitalisme apparaît à la fois triomphant et vicié, Mélenchon va briser l'illusion de journaliste neutre qui flotterait au-dessus de l'espace social et politique. L'émergence de Mélenchon dans le champ national en 2012 reste probablement son plus grand coup de force. Contrairement à l'extrême gauche, Mélenchon ne se présente pas aux élections simplement pour diffuser ses idées. Maintenant, quand on vient à la question du gouvernement, tu as tort de faire l'impasse sur le rythme auquel on est. Encore une fois, si nous avons affaire à une rupture spontanée, nous ferons face aux problèmes politiques que soulève cette rupture spontanée. Permets-moi de te dire qu'une bonne organisation politique, je crois qu'on sera d'accord là-dessus, et pas trop. Mais là, on parle d'autre chose. C'est pas moi qui ai choisi la date des élections, d'accord ? Ni leur forme. Et je ne peux pas faire autrement que de partir de l'idée que les gens se disent « si c'est un moyen de régler le problème, se disent-ils, si je peux avec un bulletin de vote faire avancer le schmilblick, je vais le faire. » Et donc, de toute façon, ça se termine par un ordre social. Nouveau, mais ça se termine par un ordre social. Je ne sais pas si j'éclaire notre éventuelle divergence. Premièrement, là, tu es en train de me convaincre qu'il faut se présenter aux élections. Dans l'absolu, non, je suis en train d'essayer de te convaincre qu'il faut les gagner. Cette volonté de gagner et de gouverner implique une stratégie de lutte idéologique de long terme. Pour cet enjeu comme pour d'autres, Mélenchon réfléchit avec son bras droit François Delapierre, qu'il a rencontré à la fin des années 80 au PS. Membre de la direction de SOS Racisme, Delapierre devient en 2000 collaborateur de Mélenchon
au cours de son mandat de ministre délégué de l'enseignement professionnel. Par la suite, il dirige l'association Pour la République sociale, notamment en charge de la lutte contre le TCE, et rédacteur en chef de l'hebdomadaire À Gauche créé par Mélenchon au début de ses années au PS, et rejoint la direction du nouveau parti de gauche. Enfin, Delapierre est nommé directeur de la première campagne présidentielle de Mélenchon, où ses vues sur les médias auront une importance. Écoutez, quand les dirigeants socialistes, pendant plus d'1 an, expliquent que je suis dangereux pour la démocratie, et pire que l'extrême droite, ça n'émeut pas un seul commentateur. Mais quand un des miens traite de salopard quelqu'un qui, dans une réunion de 17 dirigeants européens, accepte de voter un plan qui est contraire à l'idée que nous, les Français républicains, nous faisons d'idée de la démocratie, on n'a pas le droit d'en parler. Il méritait d'être traité de salopard, Moscovici. Mais laissez tomber le vocabulaire, franchement, quel est l'intérêt? Alors non, on va dire, il n'était pas gentil, vous êtes content? Les gens, vous savez comment ils parlent pas comme vous. C'est pour ça que vous êtes coupés de la réalité, du peuple et des gens normaux. Même vous parlez pas comme ça à la maison. Nous, c'est pas forcément le débat politique, c'est pas le débat public. Bon, allez, ce très débat bien, mais à culpa, très bien, allez, circulez, passons à autre chose. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il faut parler bien et que vous allez me faire la leçon pendant toute l'émission, là? Allez, parlons un peu du fond, là. Je me demande, on va parler du fond, je me demande, mais le fond, c'est aussi l'expression des Français. Vous avez parlé de la colère des Français tout à l'heure. Est-ce que cette colère, elle ne s'exprime pas plutôt et d'abord par le vote Front National, ce qu'on a vu dimanche dernier dans l'Oise? Allez, ça c'est la suite du couplet. Mais commençons, attendez, puisque vous y êtes, on va y rester. Il y a eu une élection partielle. La colère dimanche. des Français, écoutez-moi, espèce d'hypocrite de médias. Vous êtes intéressé à aucun raisonnement, vous êtes intéressé à aucun texte du congrès du parti de gauche. Nous avons adopté un manifeste éco-socialiste, il n'y a pas eu un média qui y a consacré 40 secondes. À quoi vous êtes intéressé? C'est ce que vous reprochent certains de vos camarades, de masquer par votre rhétorique des positions de fond et des raisonnements. C'est ça. Il n'y avait pas un journaliste des grandes chaînes de télévision jusqu'à ce qu'il y ait le mot salopard. Vous êtes des petits amusants et on vous manipule comme des pantins en agitant des chiffons rouges et vous rappliquez tous. Donc c'est nous qui En amont de la campagne de 2012, Mélenchon et Delapierre ont théorisé une stratégie de confrontation directe avec les journalistes, relais du pouvoir politique et économique, qui incarne pour la plupart des gens la première puissance idéologique, en tout cas la plus visible et authentifiée. La stratégie est amplement théorisée en amont. C'est la mise en œuvre du concept de la bataille culturelle et de la conflictualité. C'est surtout toute l'analyse sur le fait que le système médiatique n'est pas un miroir, même déformant, mais la deuxième peau du système. Et que la meilleure manière de traverser la peau, c'est d'abord de l'attaquer, plutôt que de se contenter de jargonner contre le système. Le moindre choc médiatique a une énergie propulsive 200 fois plus importante que n'importe quelle autre entrée. Il faut être rusé, c'est la loi de la lutte. En 2018, Mélenchon parlera de « parti médiatique » pour désigner les médias de pouvoir, appartenant à l'État, mais surtout à quelques milliardaires. Beaucoup d'amis n'ont pas encore compris que nous n'avons pas d'autre adversaire concret que le parti médiatique. Lui seul mène bataille sur le terrain en inoculant chaque jour la drogue dans les cerveaux. Ce ne sont pas les autres militants politiques, ceux des autres partis. Ils sont inexistants sur le terrain et restent à portée de polémique. À la différence des candidats trotskistes qui ont fait des scores honorables au précédent scrutin, Mélenchon ne va pas se contenter de critiquer le capitalisme ou le système politique. Cela faisait plusieurs décennies que la gauche française n'avait pas eu un représentant tenant la dragée haute à des médiacrates arrogants, prétendant à la neutralité. Et ceux-ci ne s'y trompent d'ailleurs pas, puisqu'ils explicitent dès 2012 la comparaison évidente qui s'impose avec l'ancien leader charismatique du Parti communiste, réputé pour être une bête de télévision. Moi je dis ceci, l'austérité, je suis pour, mais pas toujours pour les mêmes. Moi je suis pour l'austérité pour les riches et pas pour les travailleurs. Vous allez payer, messieurs, dames, les riches. Voilà les raisons pour lesquelles, moi je dis l'argent, eh bien il faut prendre là où il est. Votre argent qui pue, vos méthodes dégoûtantes, tous les citoyens français qui votent, où qu'ils soient dans le monde, participeront à l'impôt en France. Je considère que ceux qui ont un revenu mensuel supérieur à 4 millions d'anciens francs, au-dessus, il faut tout prendre. Évidemment, il est impossible de comprendre le succès du tribun émergent au premier plan dans la sphère nationale au cours de la campagne de 2012, sans penser au programme défendu, antilibéral et progressiste assez conséquent, mais somme toute très classique et reprenant très largement les mesures du PCF des précédentes élections. Ce qui est plus original est la forme épique, lyrique, pédagogique et combative, permettant à Mélenchon de briller dans ses nombreux meetings et passages médiatiques. Je pensais
Je ne sais comment ce souvenir m'est venu. Pas seulement à cette mer que j'ai traversée comme d'autres, quand je vous ai trouvés tous, ma belle patrie que je ne connaissais pas. Je pensais à tous ceux qui ont été ballottés pendant tous ces siècles d'une côte à l'autre. Nous sommes le même peuple qui tournons là. Tantôt espagnol, tantôt arabe, tantôt berbère, tantôt italien, tantôt grec, tantôt français, et ainsi de suite. Les êtres humains, au bord de la mer féconde. Tout au long de son parcours, Mélenchon a été sensible aux avancées technologiques et à leurs possibilités pour la politique, avec par exemple l'utilisation du Minitel pour la campagne de réélection de Mitterrand ou le lancement de son blog en 2004. Pour sa première campagne présidentielle, Mélenchon a donc conscience de l'influence grandissante d'Internet et des chaînes d'information en continu dans la bataille idéologique. Ses interventions sont alors relayées sur la chaîne Dailymotion du parti de gauche, YouTube étant fortement investi par la suite. Mélenchon sait par conséquent l'importance de faire le buzz. Et quoi de mieux que de jouer en face-à-face sur la haine largement partagée des journalistes. Remballez vos grands airs de mépris à l'égard des élus du peuple. Ne me pointez pas du doigt, vous, s'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon. Je vous montre du doigt parce que vous passez les bornes. Oui, non, c'est bon, on connaît. Dernière question. On connaît quoi, s'il vous plaît? On connaît la chanson. Est-ce qu'en 2012... Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. Vous êtes une sorte de médiacrate qui confie une bouddha de la vérité. Vous avez raison, et je ne dis plus rien. Tous les matins, vous faites de la propagande pour le oui. Non, je vous permets pas de dire ça. Monsieur El Kabbach. Non plus. Bon, Jean-Pierre El Kabbach, ça vous va ou Monseigneur? C'est mieux. Vous voulez. Bon, je suis apathique. Pas du tout. Vous êtes amusé à vous dire je vais coincer Mélenchon et une fois de plus vous l'avez dans l'os. Jean-Luc Mélenchon, pardon, ça, c'est les gros, si j'ose dire, et puis il y a aussi les obscurs, les sans grade, ceux dont on pourrait parler en les appelant les invisibles. Ah bah oui, les invisibles. Je vous en prie, on l'a vu 300 ou 400 fois. Ça manquerait une fois encore, non? Sur le net, une petite dernière. Voilà, allez. C'est un pour la route. Parler de choses sérieuses. Dignitas et gravitas, la maxime romaine. Donc avec moi, vous parlez de politique, et vos sujets de merde, vous allez les faire avec des gens qui veulent répondre à la merde. Non, mais ce que je veux dire... Non, c'est fini. Terminé. Vous m'avez emmené sur le terrain... Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Moi, je te parle de médias et de ton métier pourri. Et si tout ce que tu trouves à faire, c'est de me répondre ça, tu vas faire ton interview plus loin. Ok? Mais je comprends pas cette agressivité, C'est vous qui êtes agressif, vous en rendez même pas compte tellement votre tête est pourrie. C'est cette courte séquence qui fait connaître Mélenchon du grand public en 2010. Mais le leader du Front de gauche met du temps à véritablement émerger dans une campagne que le champ médiatique s'évertue à présenter comme un combat de boxe qui oppose Sarkozy à Hollande. Mélenchon fait donc un choix intéressant, celui de se présenter comme l'adversaire direct de Marine Le Pen, afin de respecter une forme qui plaît, celle du duel. C'est seulement à partir de janvier 2012 et de son passage à l'émission de grande audience Des paroles et des actes que Mélenchon a percé dans les sondages et que les grands médias vont multiplier les invitations pour une figure qui fait de l'audience. On a beaucoup insisté sur le fait que Mélenchon attaquait le parti médiatique, mais il suffit de regarder les performances du tribun pour voir que la réalité est beaucoup plus complexe. Mélenchon utilise en effet une large palette, entre expressions passionnées et parfois colériques, certes, mais aussi sens du récit, culture historico-politique, humour et pédagogie sur des sujets réputés techniques et réservés aux spécialistes pour asseoir une domination sur les journalistes et un charme sur son auditoire, et même sur une partie des journalistes eux-mêmes. Votre seule stratégie de campagne, depuis que vous avez démarré votre campagne, a été une succession quasi quotidienne d'ailleurs d'injures. D'injures violentes d'ailleurs, avec la violence qui vous caractérise. Laissez-la terminer s'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon. C'est ainsi que le 18 janvier, lors d'un point presse à Metz, vous m'avez traité de semi-démente, de ça vous laisse une bonne moitié. De vampire. S'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon. 5 ans après la victoire de Sarkozy, Mélenchon rappelle une leçon politique fondamentale. Un programme en soi ne vaut rien. Il doit s'incarner, à l'oral, dans un ton et un style. Il doit créer un imaginaire désirable. La manière atypique de faire de Mélenchon avec les journalistes entraîne, dans une stratégie consciente et volontaire, un fort effet clivant, l'audience étant susceptible d'adorer ou de détester, en fonction de leurs opinions politiques et de leur classe sociale. Les bourgeois et petits bourgeois se braquent davantage face à de la violence verbale affirmée. Et c'est bien cette dimension clivante qui crée immédiatement cet étrange rapport affectif d'une partie considérable des Français avec Mélenchon,
qui jouait à ce titre depuis 2012 d'une place épidermique spéciale dans le champ politique. Le programme que je vous propose va avec un homme qui lui ressemble. On ne peut pas proposer ce que je propose avec une tête de premier communiant qui parle d'une voix flûtée. Dans nos milieux, dans les milieux populaires, la première vertu, c'est de ne pas se laisser faire. Et la seule manière qu'on a de l'exprimer, c'est de se mettre en colère. La colère est donc non pas une perte de sang-froid, c'est l'affirmation d'une volonté. Ce que je propose est ample comme une respiration. On va faire une constituante, on va changer la vie, on va modifier toute la production. Et vous voudriez que je dise ça à mi-voix et avec une mine chafouine de premier de la classe? Non, c'est pas possible. Alors, je trouve que mon personnage est en harmonie avec son discours, et la colère, pour moi, elle aura joué un grand rôle. Des fois, il n'y a pas le choix. Il faut ouvrir les portes à coups de pied. Tel est le sens de la colère. La critique que Mélenchon formule des médias se préoccupe en 2012 de distinguer entre les médias dominants, appartenant à des milliardaires ou à l'État, et des médias indépendants, cherchant pour certains d'entre eux à réaliser un travail d'investigation, contre-pouvoir démocratique décisif. Des institutions qui rendent possible la discussion. Je ne peux pas avoir d'avis sur tout spontanément, je ne peux pas tout savoir. Il faut donc que les institutions me permettent d'avoir des avis contradictoires. C'est la démocratie, c'est la République, les institutions démocratiques. Notez, pour qu'une institution soit démocratique et pour que la démocratie puisse s'exercer, il faut qu'il y ait des points de vue contradictoires. C'est donc par une aberration totale qu'on a pendant plus de 10 ans cultivé l'idée du consensus comme règle magnifique du fonctionnement de la démocratie. Le consensus, c'est la dictature. Il faut accepter comme des adultes que la conscience commence par la contradiction. Donc il faut qu'elle puisse vivre. Il faut qu'on puisse en connaître. Le souverain ne peut être souverain que s'il y a contradiction. Sinon, c'est un troupeau qui suit tel ou tel de ses maîtres à penser. En définitive, ceux qui rabâchent l'idéologie dominante, qui, comme chacun le sait, ne peut être rien d'autre que l'idéologie de la classe dominante. Par la suite, cette distinction aura tendance à se dissoudre, Mélenchon refusant par exemple les invitations d'un des médias indépendants les plus célèbres, Mediapart, dont la ligne lui est certes souvent hostile. Il évite ainsi de répondre à des questions autrement plus construites et possiblement gênantes que celles que lui assènent quotidiennement les journalistes de médias dépendants, qu'il a beau jeu d'envoyer paître. Le deuxième point, c'est évidemment le comportement médiatique à notre égard. Je crois que tout le monde a vu, je veux dire, même si on n'aime pas les insoumis, beaucoup de gens sont choqués par le côté rouleau compresseur quotidien, permanent, sur les chaînes de télé. On a l'impression de participer à des séances de l'Inquisition. Il s'agit de nous faire regretter, il s'agit de nous faire désavouer, il s'agit d'obtenir la tête d'eux, etc. Avec une violence verbale et physique qui se voit. Je crois que les intéressés ne s'en rendent pas compte, parce qu'ils ne doivent pas évidemment regarder leurs propres émissions, mais il fallait voir les gens qui s'adressaient à Mathilde Panot ce dimanche, comment ils l'ont fait, ou à Manuel Bompard. Nous, notre intention n'est pas de peser sur les questions qui nous sont posées. Elles sont posées. Ces médias appartiennent à des milliardaires, et puis de toute façon, ils posent bien les questions qu'ils veulent, mais il y a une forme de respect mutuel ou sinon on n'y va pas. Si la campagne de 2012 ne se résume évidemment pas à cette question de mise en scène d'une confrontation face aux partis médiatiques, cela reste un des faits très marquants de l'émergence nationale de Mélenchon. Et cela devrait interroger les autres forces à gauche du PS. À quoi bon vouloir à tout prix rester conforme au cadre imposé par le système médiatico-politique? Ne vaut-il pas mieux assumer la dimension conflictuelle de la politique, en reflet des intérêts intrinsèquement contradictoires dans la société? Ces dernières années, la diabolisation de Mélenchon et de LFI s'est intensifiée, dans un double mouvement où l'extrême droite est presque complètement normalisée, ce qu'elle n'était pas encore en 2012. On peut observer que la plupart des grandes composantes anti-Mélenchon se retrouvent dès sa campagne de 2012 chez les médias de pouvoir. Depuis, la diabolisation aux 1000 visages de Mélenchon lui a fait cumuler un nombre impressionnant de traits négatifs sur sa seule personne, tout en continuant à peser lourd dans l'espace politique en France. La volonté de démoniser toute incarnation d'une gauche de gauche est ancienne et parfaitement logique. La gauche a toujours fait peur aux puissants, donc aussi aux riches propriétaires de médias, qui sont les porte-voix de leur classe sociale.
Jean Jaurès est par exemple aujourd'hui une figure canonisée de l'histoire de France, cité par des énergumènes comme Sarkozy ou Macron, afin de le dépouiller de sa radicalité philosophique et politique. Mélenchon aime à rappeler une autre réalité historique. Le procès en légitimité, c'est pas vous, et l'on mis en cause la personne, une fois, 2 fois, 3 fois. Quoi qu'ait défendu l'homme, on lui reprochera son passé, ses voisins, ses cousins. Jamais on ne verra la rupture quand c'est elle qu'il faut regarder, toujours on préférera la continuité quand c'est elle qui accable. Et à d'autres moments, on produira la rupture si c'est le moyen à nouveau de délégitimer la personne dans la majesté, la force, la puissance de son engagement. C'est aussi vieux que le rapport de la gauche à la droite. L'objectif numéro 1 des gens de droite, de la propagande de droite, est de délégitimer les porte-paroles de la gauche. Jean Jaurès a été représenté pendant des décennies, pas tant que ça, parce qu'il n'a pas vécu tant que ça, malheureusement, avec une bouteille de vin dans la poche. Non que Jaurès ait eu l'habitude de boire, mais Jaurès, qui avait un pacte particulier avec son épouse, qui était catholique pratiquante, avait accepté que ses enfants fassent leur communion. Aussitôt, la droite s'est jetée sur lui. Vous êtes un hypocrite, vous défendez la laïcité, mais vos enfants font la communion, comme si faire sa communion empêchait d'être laïque. Et pendant des années, on a représenté Jaurès sur toutes les caricatures avec une bouteille de vin de messe. Cette volonté de dépeindre les représentants de gauche comme des figures sombres est une constante. Chacun a le droit à ses particularités en fonction de son identité et des préjugés réactionnaires à la mode. Ainsi, Blum a eu les honneurs des caricatures antisémites, Thorez et Marché des clichés classistes et anticommunistes. Même l'arrivée de Mitterrand au pouvoir était censée ouvrir les portes de Paris à l'armée rouge. Pour tenter de présenter Mélenchon comme un dictateur en puissance, les journalistes usent du parallèle avec celui qui est alors la principale figure de gauche au niveau mondial, Hugo Chavez, président du Venezuela depuis 1999. Chavez est décrit comme un président autoritaire qui bafoue les libertés de son peuple, sans qu'aucun début de preuve ne soit jamais amené pour soutenir cette accusation. Face à cette grossière volonté médiatique pour faire de Mélenchon une figure antidémocratique, ce dernier a pu se distancier du maître d'œuvre de la révolution bolivarienne, qui a grandement fait diminuer la pauvreté dans son pays. Certains vous comparent à un petit Chavez à la française. Pourquoi petit ? C'est l'expression comme ça, petit Chavez à la française. Alors, on enlève petit. Est-ce que Chavez, c'est encore une comparaison qui a du sens pour vous ? Merci de me poser la question, parce que on a focalisé sur Chavez mon intérêt pour les révolutions qui ont lieu en Amérique du Sud. En réalité, sur le plan psychologique, je suis plus proche d'un homme comme Rafael Correa de l'Équateur. Celui qui parle de révolution. Oui, c'est à lui que j'ai emprunté le mot révolution citoyenne, parce qu'on cherchait le mot, et celui-ci convenait tout à fait à ce qu'est la tradition française de la politique. J'ai été et je suis ami du président Lula, que j'ai connu à l'époque où personne ne le recevait à Paris, en camarade. Donc, en réalité, s'il s'agissait d'attirance et de sympathie personnelle, elle n'irait pas à Chavez, que je connais moins. Pour ne l'avoir rencontré personnellement qu'une fois, après sa réélection, j'étais trempé des pieds à la tête parce qu'il est tombé des cataractes, et que lui a parlé interminablement au balcon. Donc, ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un lien personnel. Chavez a été pris en quelque sorte comme la tête à claque de la révolution en Amérique du Sud, parce que les États-Unis d'Amérique et lui ont un inépuisable conflit que vous connaissez. L'angle géopolitique, comme au temps de la furie anticommuniste avec l'ombre de Moscou planant au-dessus de toute volonté de gauche, est depuis très souvent revenu pour créer de la peur autour de ce que représente Mélenchon. Tour à tour ami de Bachar el-Assad, de Poutine, de Maduro, des mollahs iraniens, de la Chine, du Hamas. En cumulé, Mélenchon disposerait d'un réseau international plus important que les présidents en exercice. Et quand bien même chacune de ces accusations n'est jamais étayée par des éléments probants, le mal est fait pour que dans l'esprit de la population, le leader de gauche soit associé à l'autoritarisme le plus cru. Cela par les mêmes commentateurs de la vie politique qui ne manqueraient pourtant pas de sujets sur la question s'ils daignaient faire leur travail et enquêter sur les pouvoirs français effectivement en place. Mélenchon a également le mauvais goût de se référer positivement à l'épisode le plus traumatique de l'histoire de France, la Terreur, et à son bourreau en chef, Robespierre. Il est par ailleurs allié au PCF en 2012, et de la guillotine au goulag, il n'y aurait qu'un pas, l'idéologie socialisante pouvant si rapidement se transformer en entreprise totalitaire. Sans chercher à sonder la volonté de Mélenchon,
son projet politique et son incarnation dans l'espace politique français rendent l'hypothèse d'un pouvoir dictatorial dérisoire, puisqu'en cas de victoire électorale, tous les pouvoirs, administratifs, policiers, judiciaires, médiatiques, financiers, économiques, européens, etc., lui seraient hostiles. Son seul point d'appui conséquent résiderait alors, comme il le rappelle souvent, dans la force du peuple. Les risques dans l'hypothèse d'une accession au pouvoir résideraient bien plutôt dans la capitulation, voire le coup d'État contre la gauche. Un des autres motifs récurrents pour qualifier Mélenchon d'autoritarisme consiste en la défense de leur caste qu'il malmènerait, révélant ses penchants dictatoriaux, n'acceptant pas la liberté d'expression ou le pluralisme. Curieuse accusation de la part de ceux qui accaparent justement toute la parole publique dans un sens servile et ultra-conformiste. La structuration oligarchique de LFI et sa gestion parfois brutale par Mélenchon et ses proches ne constituent pas un des principaux moyens utilisés par les médias pour faire le procès en autoritarisme. Sans doute car les affaires internes d'un parti intéressent finalement très peu le grand public. Ce qui n'a évidemment pas empêché les médias de pouvoir de commenter allègrement l'expulsion de députés sortants en pleine campagne express des législatives ou d'accueillir avec joie leurs confrères ayant écrit le brûlot contre Mélenchon et LFI, la meute. Mélenchon serait également un diviseur, idiot utile de la droite en 2012, car il concurrence Hollande, le candidat légitime du système, à tel point qu'on finirait presque par se demander s'il ne souhaite pas la victoire de Sarkozy. Lorsque vous dites que vous n'entrerez pas dans un gouvernement avec un Hollande-Réou, et lorsque vous comparez François Hollande à Papandréou, franchement, comment pouvoir vous suivre? Est-ce que vous ne contribuez pas justement à la défaite de la gauche, M. Mélenchon? Mais la gauche, c'est moi, madame. Oui, mais pas seulement. Mais pas seulement. Bon. Oui, mais pour alors, l'instant. comme François Hollande, par exemple, je vois que vous voulez qu'on vienne sur le sujet de François Hollande. Soit Absolument. je capitule, soit je l'injurie. C'est l'alternative qu'on me donne en général. Cela est toujours resté depuis un grand jeu des médias que de jouer Mélenchon contre la gauche raisonnable, c'est-à-dire inoffensive. Le méchant Mélenchon contre les gentils Hamon, Ruffin ou Glucksmann. Et il s'interroge avec bienveillance et préoccupation sincère. Mais pourquoi la gauche ne coupe-t-elle pas avec ce boulet de Mélenchon ? Les médias, qui contribuent largement à créer un contexte de pipolisation et de surpersonnalisation de la vie politique, vont évidemment pathologiser la psychologie de Mélenchon le colérique. Le problème, c'est comment ceux qui se goinfrent vont se goinfrer encore plus. Qui sont là comme des vautours ou des vampires, choisissez. Moi, je m'en fous de tout ça. Si vous faites les moutons, vous serez tondus. Quand on vous dit, le bon candidat des socialistes, ça va être le directeur du FMI qui sert le kiki à toute l'Europe. Tu parles, Charles. Allez bosser avec Marine-Noël Lienemann, vous savez, hein. Après la bombe atomique, il restera les cafards et Marine-Noël Lienemann. Hein. Ne me chauffez pas trop sur l'obligation d'aller lécher les pieds des socialistes, quoi qu'ils racontent. Ils s'intéressent à rien, ils lisent des notes de leurs assistants, ils lisent pas de livres. Hein, ou alors le socialisme expliqué au nul. Si des gens comme moi gouvernaient, j'ai un gros bâton sur la table. Je sens que je vais avoir à nouveau des amis, moi. Les mouches vont changer d'âne. Allez, éliminé. Alors Jean-Luc Mélenchon, ça vous fait rire, mais quand même, vous êtes un ancien prof de lettres, vous êtes diplômé de philo, et puis on a l'impression que tout ça, c'est pas exactement votre culture, qu'il y a une petite façon de simplifier à outrance pour le slogan à tout prix, non? Un peu facile. Ah non, c'est l'inverse. C'est très difficile de parler comme ça. Les vautours, les banquiers, les vampires. Mais bien sûr, il faut arriver. Si vous voulez la culture, il faut comprendre ce que c'est. Il y a des gens qui pensent que ça consiste à débiter des pages qu'on a appris par cœur, faire des récitations savantes. Non. La culture, ce sont des choses qu'on a avalées, qui infusent en vous, et puis qui vous transforment. Et tout d'un coup, mais moi, j'adore ces moments où me vient un trait. La lutte et le débat politique tendent alors à se transformer en un choix, fonction de la sympathie ou de la méfiance ressentie pour le caractère de personne. Mes amis, avec toute votre force d'enthousiasme, je ne vous demande pas de m'épouser, ni de supporter mon caractère, qui n'est pas si terrible qu'on veut bien le dire. Mais je vous appelle à devenir celles et ceux qui vont faire bouger les lignes autour d'eux. Nous n'avons aucun autre moyen que nous-mêmes, mais c'est le moyen le plus puissant, parce que nous sommes les plus nombreux du moment que la rébellion rentre dans les têtes et dans les cœurs. C'est pourquoi nous avons créé la France insoumise. Le dessinateur Plantu prend prétexte de cette manière passionnée qu'a Mélenchon de s'exprimer pour réaliser un dessin qui met dos à dos les extrêmes, les populismes.
Cette petite chanson est ancienne, les puissants préférant même l'extrême droite à la gauche dès que la situation se tend. Et elle a été réactualisée en France à l'occasion du référendum de 2005 sur le TCE, les médias jugeant tous les bords ayant voté non comme de stupides xénophobes archaïques. Exactement. J'en ai marre de me faire traiter de fasciste. Je vous comprends. Voilà. J'en ai marre de me faire traiter de le pénis, donc je comprends. Voilà. Bon, vous voyez, mais ça, vous pouvez pas encore poursuivre, c'est pas une injure. Bon. Voilà, alors on voit, vous êtes en désaccord, ça c'est incontestable. Ah, quand même. Ah oui, j'ai jamais parlé d'accord sur la ligne politique. Quand même. En revanche, compte tenu même de ce que vous avez dit sur le Front National au début de cette émission, il y a un dialogue un petit peu étonnant. Voilà. Alors, il faut pas du tout, et je crois que d'abord le dessin est très blessant. Je suis un homme de gauche et je me suis affronté avec tout cela toute ma vie. Hein. Je n'oublierai jamais qu'au Chili, on était des deux côtés du camp. Hein. Moi, j'étais du côté de ceux qui prenaient les coups. Bon. Je n'oublierai jamais. Là, c'était pas l'affrontement dans les couloirs du Parlement. Nous avons fait un choix stratégique d'affronter le Front National à visage découvert, en disant on va lui faire l'effet Dracula. On allume la lumière, il part en miettes. La scène que vous venez de voir là a deux caractéristiques. Premièrement, elle se situe une semaine après que j'ai eu un débat sur le plateau de BFM avec Madame Le Pen. Je la croise à cet instant. Notre croisement se fait dans les couloirs du Parlement européen. Il se fait par hasard. Qui tient la caméra ? Qui ? Votre collègue, Madame Trier-Weiler, la compagne de François Hollande, qui choisit à ce moment-là de retenir ces 3 secondes pour les mettre dans son reportage. Cette litanie reviendra souvent, le nouveau Jean-Marie Le Pen semblant être désormais, non ses héritiers, mais bien Mélenchon le tyran rouge, dont les journalistes se plaisent en 2012 à souligner qu'il est passé par un parti trotskiste dans sa jeunesse. Enfin, alors que Mélenchon monte dans les sondages les mois précédant le scrutin, le parti médiatique se met évidemment à piailler sur la catastrophe du programme économique du Front de gauche, qui fait courir le risque à la France de la catastrophe et de la ruine. Asséné de manière péremptoire, le programme est jugé irréaliste et donc démago, rempli de mesures confiscatoires qui portent atteinte à la liberté d'entreprendre. Il est irresponsable face à la dette, et les dépenses publiques vont étouffer les honnêtes contribuables sous les impôts, etc., etc. Les jours précédant le premier tour de la présidentielle de 2012, les boules puantes s'enchaînent contre le candidat Mélenchon qui gêne. Rencontre supposée secrète avec Henri Guénaud, plus proche collaborateur de Sarkozy, présence à la Légion d'honneur de son conseiller occulte d'extrême droite, Patrick Buisson, photo avec Bachar el-Assad. Mélenchon et son équipe ne sauront pas comment réagir face à ces attaques en série. Il nous semble qu'il existe 2 grandes critiques de Mélenchon qu'on ne retrouve pas, ou peu, en 2012, mais qui deviendront par la suite très aiguës. Malgré tout l'effort de diabolisation de Mélenchon pour sa première campagne présidentielle, il est globalement considéré comme un universaliste. Après 2017, il sera taxé de communautariste et d'islamo-gauchiste pour avoir choisi de rejoindre le camp qui dénonce l'islamophobie virulente et systémique qui a lieu en France. Les journalistes regrettent que Mélenchon ait soi-disant abandonné son ancien logiciel laïque pour lui préférer la promesse de voix des quartiers qui s'accompagnerait selon eux du besoin d'islamisme et d'antisémitisme. Dans un pays où l'État a collaboré activement avec l'occupant nazi, l'accusation d'antisémitisme sonne comme la plus infamante, alors même que l'islamophobie est parfaitement à la mode. Mais Mélenchon n'est pas seulement un agent du grand remplacement, un complice des terroristes et un antisémite, puisqu'il promeut plus globalement le chaos contre l'ordre, comme il l'a montré en refusant de condamner les violences à chaque mouvement social, et de manière particulièrement scandaleuse pour les médiacrates, au cours des émeutes de banlieue qui ont suivi le meurtre du jeune Naël Mabrouk par la police. La toute-puissance maléfique de Mélenchon en fera le maître d'œuvre présumé du mouvement du 10 septembre visant à paralyser le pays. Enfin, après la mort du militant monarchiste et néofasciste Quentin Desrangues début 2026, au cours d'une rixe entre fascistes et antifascistes, Mélenchon devient dans certains commentaires un assassin en chef. Mélenchon sert ainsi aux médias, sur ce point comme sur beaucoup d'autres, à incarner l'adversaire. Il est en effet plus simple, plus rapide, plus sensationnel, plus vendeur, de mettre un visage connu sur toutes leurs obsessions, que de faire un travail qui nécessiterait un peu de temps et de recul, sortant du commentariat immédiat des moindres faits et gestes de quelques individus illustres, à l'heure des chaînes d'information en continu et des réseaux sociaux.
À l'issue de la séquence électorale de 2012, Mélenchon a obtenu une notoriété nationale, réussi à rassembler des foules, permis à des idées de gauche de se répandre très largement et finalement réalisé un beau résultat aux élections présidentielles. Mais le parti de gauche n'a aucun député, presque pas d'élus locaux, et par conséquent une assise institutionnelle nulle sur la vie politique française. C'est donc sur son capital politique personnel, alors que l'alliance du front de gauche chancelle, que Mélenchon va devoir tenir une ligne idéologique de masse pour rester identifiable et faire vivre une opposition de gauche ferme, cohérente et désirable au pouvoir socialiste. Le chef de l'État est l'unique responsable du désastre électoral qui a frappé hier la gauche. Son intervention aujourd'hui et sa décision montrent qu'il n'a rien compris au message qui lui a été adressé par le peuple français. Il confirme son alliance préférentielle avec le MEDEF en replaçant au cœur du futur de la politique du gouvernement le pacte de responsabilité. Il nomme comme Premier ministre le plus grand commun diviseur possible de la gauche. Manuel Valls, ultra-minoritaire dans le mouvement socialiste, minoritaire dans la gauche et on le verra bientôt, très minoritaire dans le pays. Ce n'est pas la demande qui a été formulée hier par ceux qui avaient élu François Hollande. En quelque sorte et en résumé, à un désastre électoral, le chef de l'État répond par un suicide politique. Pour ne pas disparaître des radars, Mélenchon va profiter des invitations médiatiques qu'il relaye ensuite sur son compte YouTube. À partir de 2016, il va investir ce médium en produisant son propre contenu où, fidèle à son héritage rationaliste des Lumières, il commente face caméra l'actualité politique française et internationale dans la revue de la semaine. Bonsoir mes amis, voici le premier numéro d'une série de flash vidéo que nous allons faire maintenant chaque semaine, si je peux, et qui sera la revue de l'événement ou des événements qui m'ont intéressé pendant la semaine, qui ont capté mon attention et dont je voudrais parler, alors que je n'en ai pas eu l'occasion. Il s'agit pour moi de préparer différents instruments qui vont ensuite se déployer pendant toute la campagne des présidentielles, puisque ma méthode est de penser que le premier média sur lequel je peux m'appuyer, c'est moi-même, voilà, avant tous les autres. Et quand je dis moi-même, c'est de vous retrouver sur ma page Facebook, c'est de vous retrouver sur mon blog, sur ma chaîne YouTube, ou bien dans les tweets, enfin bref. J'ai plusieurs instruments qui sont en place et je m'appuie dessus pour mener la campagne de conviction de longue haleine que j'ai entrepris depuis le 11 février dernier avec les Insoumis et la France Insoumise. La revue de la semaine connaîtra 170 numéros et s'arrêtera début 2024. Ces dernières années, Mélenchon fait régulièrement des moments politiques et des interventions dans le cadre de l'Institut La Boétie, discours devant un public ensuite diffusés sur YouTube, ainsi que tous ses meetings à travers la France depuis le milieu des années 2010. L'audience est évidemment plus restreinte que pour ses passages dans les grands médias, mais par ce canal, Mélenchon parvient à fidéliser une base de quelques centaines de milliers de personnes, avec un contenu préparé, sur des thématiques choisies, sortant du cadre médiatique contraint. Son aura au sein de la gauche, particulièrement les jeunes générations, doit beaucoup à son utilisation de YouTube, rituel réconfortant dans un monde chaotique, et des réseaux sociaux, où il se montre sous un jour plus personnel et sympathique, jouant le papy gâteau. Il se rendra plusieurs fois chez Thinkerview, chaîne YouTube confusionniste qui laisse beaucoup d'espace aux invités, dont 2 fois au cours de la campagne de 2022, ou encore chez Dany Heraz, streamer de gauche à la communauté soudée et efficace chien de garde de Mélenchon et de LFI sur Internet. Mais le réseau, c'est génial. Bien sûr que c'est une stratégie de captation de l'attention, que c'est fait pour bourrer le crâne et tout. Mais nous, ce qu'on en fait, moi je me suis connu, on se croyait pour les rois du monde quand on avait fait 5000 tracts. Hein ? D'accord ? Maintenant, on tourne, nous les Insoumis, à 30 millions de vues par semaine sur les réseaux du top 10 du mouvement Insoumis. Donc ça change tout, mais c'est extraordinaire. Quand vous avez un Louis Boyard qui hier met en route une pétition qui 4 heures après a 1,3 million de gens qui l'ont regardé et 80 000 réponses, on en est à 120 000 ce matin, avec un petit truc à remplir, combien d'heures tu dors ? Combien t'aimerais sortir, patati patala, il y en a plein, il y en a des pages et des pages. Et ça répond à 4 réponses par minute, on est en ce moment. C'est extraordinaire, ça ne durera pas, hein, on le sait.
Mais pendant le créneau où ça dure, on est en train de refonder une génération politique. La recette de Mélenchon dans les médias mainstream reste globalement la même entre 2012 et 2022. Les deux campagnes présidentielles sont marquées par un adoucissement de Mélenchon vis-à-vis de ses concurrents à gauche, jouant le sage au-dessus de la mêlée, en quête de concorde et de rationalisation de la société, mais il continue occasionnellement à recadrer les journalistes. Il parvient également à faire de certains de ses meetings des moments médiatisés, comme avec les hologrammes en 2017, première mondiale pour un événement politique, ou le meeting sensoriellement immersif en 2022. Alors, où suis-je? On m'entend bien? C'est incroyable. Alors, où suis-je? À Lyon? Et maintenant, à Paris. Un fait majeur change néanmoins la donne au cours de cette période. En 2017, après avoir fini proche du second tour de la présidentielle, LFI parvient de justesse à créer un groupe parlementaire, ce qui constitue un succès en tant que tel pour une force nouvelle. On a beaucoup dit que Mélenchon mangeait tout l'espace à gauche et ne laissait personne d'autre émerger. Cette affirmation rapide semble doublement problématique, car l'espace politique n'est pas un objet donné, il se prend et il se crée, même si à l'intérieur de LFI, c'est bien Mélenchon qui l'attribue à ses lieutenants préférés. Et alors qu'on ne connaît à peu près que les noms des leaders des autres formations de gauche, plusieurs figures insoumises vont progressivement s'imposer médiatiquement, comme Mathilde Panot, Éric Coquerel, Manuel Bompard, puis plus tard Clémence Guettet, Antoine Léaumont ou Louis Boyard. LFI donne également un sursaut de visibilité à Clémentine Autain et François Ruffin, seuls députés insoumis qui jouissaient déjà d'une certaine notoriété. Le groupe insoumis, dont Mélenchon est le président, va multiplier les coups de com' à l'Assemblée, les hommes en se rendant à la rentrée parlementaire sans la cravate pourtant obligatoire, ou encore en refusant de se rendre à la convocation du président Jupiter au congrès réuni à Versailles. L'Assemblée doit redevenir un espace de débat, un lieu où faire exister d'autres idées. Leur présence collective dans le théâtre qu'est l'Assemblée nationale se remarque, leur faiblesse numérique les contraignant à gesticuler pour exister médiatiquement. Les députés insoumis relayent leurs différentes interventions sur leurs comptes YouTube respectifs, tout en investissant Twitter d'une manière souvent polémique. Les cadres insoumis sont pour la plupart assez jeunes et doivent toute leur carrière politique à Mélenchon. On observe que sans forcément chercher à le mimer dans leur passage médiatique, ils suivent en tout cas le sacro-saint principe mélenchonien de mener la guerre de tranchées face aux journalistes, en ne lâchant rien une fois que les éléments de langage ont été transmis sur leur boucle Telegram. Ils tiennent ainsi la ligne du parti. À l'issue des élections législatives de 2022, LFI domine complètement l'espace de la gauche. L'affaire Quatennens lui met un premier coup médiatique, d'autant plus que Mélenchon et ses cadres loyaux font bloc pour défendre leurs collègues en criant la cabale. Durant l'immense mouvement retraite de 2023, les insoumis mettent en scène leur radicalité en bordélisant les débats à l'Assemblée nationale ou en se filmant en train d'écraser un ballon à l'effigie du ministre du Travail. Si pour les gens de gauche dite radicale, tout ce spectacle est au mieux amusant, au pire insignifiant, le député Ruffin se désole de ce qui lui apparaît comme un immense gâchis sur les effets occasionnés sur la majorité de la population. J'ai la rage. Pourquoi je m'efforce de la contenir? Parce que je considère que la violence de la parole, comme dit Jean-Luc, ou un côté force tranquille, ça n'est pas bien ou mal en soi. Pour moi, ça dépend de situations historiques. Ça dépend de rapports de force. Et pour moi, la séquence historique qui s'ouvre entre 2017 et puis 2022, ça change la donne. Ce décalage entre la non-radicalité d'un programme simplement social-démocrate et une espèce de performance excitée de petits bourgeois en costume se revendiquant du peuple a effectivement de quoi interroger, alors que l'hégémonie a été conquise dans la gauche. Depuis 2023, Mélenchon est le nouveau diable de la République dans les médias, et il faut être coupé de la réalité pour ne pas reconnaître qu'une partie très importante de la population a peur de lui et le déteste. Depuis 2022, Mélenchon, qui ne s'est pas représenté pour être député, a réduit le nombre de ses apparitions médiatiques, ses lieutenants s'acquittant largement de cette fonction malgré la centralité du chef à tous les moments les plus importants. Lors de ces passages médiatiques,
Mélenchon s'est révélé très souvent colérique, s'énervant contre la moindre question, ce qui fait justement perdre la puissance au recadrage quand il est systématique. LFI semble pris dans la logique de la citadelle assiégée face à un système médiatico-politique qui se radicalise vers la droite, notamment depuis le 7 octobre 2023. Les cadres insoumis martèlent depuis 2024 que Macron doit démissionner, et ils apparaissent peut-être effectivement comme la force politique la plus constante dans son anti-macronisme. Mais Mélenchon et ses lieutenants parlent de moins en moins de leur programme, d'un imaginaire positif. Ils semblent la plupart du temps sur la défensive, avec du mal à sortir de cette dynamique médiatique. Monsieur Mélenchon, merci d'être là. Je fais partie des gens qui ont pu, à un certain moment, vous trouver visionnaire et espérer que la gauche s'unisse vers la victoire. Mais là, honnêtement, c'est plus possible d'être de gauche et de vous soutenir. Je vous donne quelques exemples, parce que à LFI, en fait, vous n'avez plus rien de gauche. 1, cette semaine, on a vu des drapeaux, des mollahs dans les manifestations de LFI. 2, vous avez tellement lâché la question de la sécurité que, quand il y a une finale de Ligue des Champions, une femme peut pas descendre dans la rue sans avoir peur de se faire violer, mais que vous en avez rien à faire. Vous êtes sur d'autres considérations. 3, Monsieur Bompard a comparé la liberté d'expression de l'Union européenne à celle de l'Algérie. Mais qu'est-ce que c'est ? 4, vous parlez d'un antisémitisme résiduel quand une enfant de 12 ans s'est fait violer à coups de sale juive. Écoutez, 5, je termine ma phrase, monsieur Mélenchon. Non, attendez, juste je j'ai presque terminé, monsieur Mélenchon. Non, je n'ai pas dit ça et vous le savez aussi bien que ça. Je termine ma phrase. Non, vous êtes juste une ancienne candidate de la liste Europe Écologie Les Verts qui trouvait l'occasion de me taper dessus. Parce que quand vous avez été sur cette liste, avec cette magnifique ligne que vous défendez, vous avez diminué par 2 le score de votre liste. Alors s'il vous plaît, ayez au moins la pudeur de ne pas insulter les gens. Le cadre médiatique a bel et bien bougé. Outre la radicalisation des positions des journalistes alors que l'empire Bolloré s'étend, il n'existe plus d'émissions longues, comme On n'est pas couché ou Des paroles et des actes, où le format et la présence d'un public étaient propices au talent d'un Mélenchon. Les journalistes sont maintenant dressés à poser leurs questions malveillantes en boucle, ce qui favorise une logique confrontationnelle brutale. On connaît les arguments des défenseurs de la stratégie de LFI. De toute manière, la gauche serait diabolisée par les médias, donc pourquoi ne pas se faire plaisir ? La diabolisation finira même probablement par jouer pour LFI et Mélenchon, qui seront nimbés d'une aura anti-système et donc bénéficieront de la sympathie populaire. Moi, je crois, ça va te paraître peut-être surprenant, mais je crois que, si on regarde les données strictement électorales, je crois que ça ne se présente pas si mal, 2027, pour la France insoumise. Pas si mal. Évidemment, tout le discours médiatique va être là pour matraquer que la France insoumise fait 2%, Jean-Luc Mélenchon est la personnalité la plus détestée de toutes les personnalités politiques françaises, que François Ruffin est la plus sympathique à tous et toutes, qu'avec Olivier Faure, ils feront une équipe du tonnerre, peut-être même en s'entendant avec Raphaël Glucksmann, là on aura le fin du fin, etc., etc. Mais tu comprends, comme tous ces messages sont émis à partir de l'une des institutions qui est tombée dans le plus profond discrédit de tout le paysage institutionnel, à savoir les médias, moi je pense que c'est plutôt à l'avantage de la France insoumise. Il n'y a rien de tel que d'être haï par ces gens-là. Ça te rend immédiatement sympathique. Cet argument développé ici par Lordon, mais qu'on entend souvent, notamment sur la chaîne de la Padutime, est séduisant, mais nous semble produit par un entre-soi de gauche qui biaise la pensée. Oui, Jean-Marie Le Pen est parvenu au second tour en 2002 avec une aura anti-système à un moment de ras-le-bol de l'alternance entre la droite et la gauche de gouvernement. Mais les médias jouaient déjà à plein ses obsessions sécuritaires et il s'est fait laminer au second tour. Cet argument perd d'autant plus de sa valeur qu'un second tour en 2027 serait très probablement face au Rassemblement national et que pour l'emporter, il faudrait alors des reports de voix des électeurs du bloc central qui ne seront pas attirés par une aura anti-système. Il s'agit en tout cas d'un pari très dangereux. Quant au fait de dire que dans tous les cas la gauche serait diabolisée, cela est sans doute vrai, mais l'incarnation et les propos politiques tenus n'en sont pas pour autant neutres dans l'efficacité de cette diabolisation. LFI souhaite en permanence vouloir accentuer la crise politique, refusant le cadre imposé du pouvoir, alors que les autres partis sont dévorés par l'inertie de leur mentalité institutionnelle. On peut aussi penser que ces stratégies visent à favoriser leur spécificité, pour à la fois rester très identifiés par la population et ne pas s'engluer dans des alliances avec des partis plus préoccupés de tambouilles d'influence que de changement social. On observe qu'à 1 an et demi de la prochaine présidentielle, Mélenchon a plusieurs fois joué de nouveau la bonhomie dans ses passages médiatiques,
avant d'être pris dans l'affaire de la mort de Quentin Desranques et de se raidir dans le tumulte. Un changement de stratégie médiatique suffirait-il à retrouver une aura de respectabilité, non auprès de journalistes extrême droitisés, mais de la population elle-même, permettant d'avoir une chance de remporter la prochaine élection présidentielle? Il pleut. C'est la faute à Mélenchon. Le prix du pain augmente. C'est la faute à Mélenchon. La France perd au foot. C'est la faute à Mélenchon. Et votre belle-mère vous déteste. C'est probablement aussi sa faute. Ah, BFM ouvre le journal à 20h pile. Le présentateur transpire, il a trouvé un coupable. Jean-Luc a toussé hier dans un meeting à Lille. C'est une menace pour la démocratie, sans doute possible. CNews sort l'artillerie lourde, 3 plateaux en simultané. Un éditorialiste rouge de colère, un ex-ministre bien payé. Il débat 2 heures de sa façon de se moucher pendant que les Français galèrent pour se chauffer. Le Figaro titre en une caractère gras bien serré. Mélenchon encore lui, la République en danger. Libération lui répond non, c'est plus compliqué, mais personne ne lit plus loin que le titre résumé. T'as perdu tes clés, c'est sa faute. Ta voiture démarre pas, c'est sa faute. Le CAC 40 plonge, c'est sa faute. Ton café froid, c'est encore sa faute. C'est la faute à Mélenchon. C'est toujours la faute à Mélenchon. La météo, le chômage et l'inflation. C'est la faute à Mélenchon. C'est la faute à Mélenchon. Les médias ont trouvé leur solution pour pas parler du reste de la nation. un tremblement de terre au Japon ce matin. Les experts se demandent si Jean-Luc est impliqué. Une étude sérieuse va être commandée par une fondation libérale bien subventionnée. Il a levé les yeux au ciel pendant un discours. Les graphologues analysent son regard en retour. Il a mis une veste rouge un mardi de novembre. Les fashionistas de BFM TV en perdent leurs membres. Macron réforme les retraites, passe en 49.3. Mais le sujet du soir, c'est le tweet de Jean-Luc d'hier soir. Les hôpitaux ferment, les profs démissionnent en masse. Mais Mélenchon a mis trop de sucre dans sa tasse. T'as perdu tes clés, c'est sa faute. Ta voiture démarre pas, c'est sa faute. Le CAC 40 plonge, c'est sa faute. Ton café est froid, c'est encore sa faute. C'est la faute à Mélenchon. C'est toujours la faute à Mélenchon. La météo, le chômage et l'inflation. C'est la faute à Mélenchon. C'est la faute à Mélenchon. Les médias ont trouvé leur solution pour pas parler du reste de la nation. C'est la faute à Mélenchon. Pendant ce temps, Bolloré possède les chaînes, les actionnaires font la loi. Les journalistes ont peur pour leur poste, mais le vrai problème, le vrai scandale, le vrai danger pour la République, c'est Jean-Luc qui a dit Epstein. Remarquez, le truc est bien rodé depuis des années. Pointer un homme, montrer-le du doigt, médiatisé. Pendant que les vrais sujets passent à la trappe discrètement, le peuple garde le spectacle et vote différemment. Mélenchon fait le jeu aussi, faut pas se mentir. Il sait que la polémique c'est son oxygène pour survivre. Mais les médias raffolent du personnage, c'est pratique. Ça fait de l'audience et ça évite la politique. T'as perdu tes clés, c'est sa faute. Ta voiture démarre pas, c'est sa faute. Le CAC 40 plonge, c'est sa faute. Ton café est froid, c'est encore sa faute. C'est la faute à Mélenchon. C'est toujours la faute à Mélenchon. La météo, le chômage et l'inflation. C'est la faute à Mélenchon. C'est la faute à Mélenchon. Les médias ont trouvé leur solution pour pas parler du reste de la nation. C'est la faute à Mélenchon. Demain il va pleuvoir, c'est sa faute. Les impôts augmentent, c'est sa faute. Votre voisin fait du bruit la nuit, c'est sa faute. Et si par hasard la France allait bien, ce serait malgré lui. Bonne nuit.